Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Reflet TV. Ce soir, deux temps forts, deux figures politiques, deux regards qui s'opposent peut-être mais qui disent quelque chose de l'état de notre démocratie accompagné de nos consultants. Première partie, Charles Blé Goudé, radié de la liste électorale. Derrière le postu, que dit vraiment son discours, volonté de rupture, stratégie d'apaisement. Pour en parler sur ce plateau, Maître Ouraga Serge, porte-parole du COJEP. Bonsoir à vous, Maître. Bonsoir, M. Sidi. Merci d'avoir notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes aussi vice-président du COJEP en charge des affaires juridiques, des droits de l'homme et des libertés publiques, c'est ça? C'est bien ça. Avec nous ce soir sur ce plateau, trois consultants. Michel Bétard, bonsoir. Bonsoir, Sidi. Journaliste, directeur général du quotidien Le Bélier. Et puis Valentin Zawi, bonsoir. Bonsoir. Sociologue, merci d'être là. Avec grand plaisir. Et enfin, Eric Bayala, journaliste, analyste, consultant également. Bonsoir, Eric Bayala. Bonsoir, Sidi. Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission d'analyse et de décryptage de l'actualité ivoirienne. C'est du lundi au jeudi à partir de 19h50 sur les antennes de Reflet TV. Maître Charles Blé Goudé, de nouveau radié de la liste électorale ivoirienne. Nous avons aussi assisté au rejet du recours visant à contester la radiation de Charles Blé Goudé de la liste électorale le 25 avril dernier par le tribunal des Gagnois. Peut-on dire que le COJEP a manqué d'arguments valables? Pas du tout, bien au contraire. Nos arguments sont tout à fait valables. Le dossier, l'affaire elle-même, l'historique de cette affaire nous donne des indications sur le bien fondé de notre demande. Cette radiation, vous le savez, est fondée sur une décision judiciaire, condamnation judiciaire de M. Charles Blé Goudé à 20 ans de prison, assortie d'une privation de ses droits civils et politiques pour une durée de 10 ans. C'est une décision que nous avons toujours dénoncée, que nous condamnons, parce qu'elle est illégale. Cette décision a été rendue par contumace, on l'a dit à maintes fois. C'est bien les autorités de ce pays qui ont transféré M. Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale à La Haye. Il ne pouvait pas y être. Et au même moment qu'on envoie un commissaire de justice aller le chercher à Yopougon, ça ne nous paraît pas de nature à crédibiliser la justice ivoirienne. C'est une décision illégale. Et en plus, les faits pour lesquels il a été jugé, ce sont les mêmes faits pour lesquels il avait déjà été acquitté devant la Cour pénale internationale. Donc, pour ces deux raisons même seulement, cette décision est nulle et de nul effet. Mais on a d'autres arguments, M. Sidik. Tenez-vous bien. Une décision par contumace n'est pas définitive. Alors, pour exécuter une décision, pour qu'une décision soit exécutoire, l'article 712 du Code de procédure pénale est clair. Pour exécuter une sentence pénale, il faut qu'elle soit définitive. Vous allez à l'article 25 du Code pénal qui dit qu'une décision définitive, qui définit les décisions définitives. Mais c'est clair qu'une décision par contumace n'est pas définitive. Dès lors qu'elle n'est pas définitive, elle n'est pas exécutoire. Donc on ne peut pas l'exécuter. Est-ce que vous voyez un peu? J'ai entendu le président de la commission électorale indépendante, je l'ai dit, affirmer sur un plateau de télévision que le président Charles Blé Goudé n'avait pas fait appel de cette décision et qu'à l'expiration de ces délais d'appel, la décision était devenue définitive. C'est inexact. Ce n'est pas conforme à notre code, à notre loi. Il n'y a pas d'appel en matière de contumace. Article 359. Donc je ne sais pas où est-ce que le président de la commission électorale indépendante est allé chercher cet argument, mais ce n'est pas vrai. Mais en plus, cette décision par contumace, figurez-vous, a été signifiée à un cabinet d'avocats. Quand on parle de contumace, ça veut dire qu'il n'y a pas d'accusé. C'est-à-dire que la personne qui est accusée n'est pas à son procès. Si la personne n'est pas à son procès, tout naturellement, il ne peut pas avoir d'avocat pour cette personne. Donc c'est parce qu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de condamné à son procès, donc il n'y a pas d'avocat qu'on parle de contumace. Donc vous dites que vous l'avez condamné par contumace. Mais comment est-ce que vous partez, dans le même temps, aller chercher un avocat et vous allez vous trouver la secrétaire, vous lui tendez la décision, vous dites, bon, on a signifié. Et à partir de ce moment, vous dites, bon, on a un certificat de non-appel. Ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est une manœuvre, c'est une mascarade qui visait tout simplement à condamner, obtenir la condamnation du président Charles Blé Goudé afin de l'écarter de la course à la présidentielle, donc de la scène politique. Voilà un peu. Donc nos arguments, ils sont tout à fait valables, mais vous le savez, on l'a dénoncé, c'est une décision politique
Et la justice ivoirienne a manqué l'occasion de se réhabiliter, a manqué l'occasion de rentrer par la grande porte. Elle est restée dans les méandres de l'histoire. Merci, maître. Éric Bayala, réaction aux questions? Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est que d'abord, dans un premier temps, j'ai vu que M. Charles Blé Goudé et son conseil ont fait un recours au tribunal de première instance de Gagnoa à l'effet de pouvoir obtenir la réhabilitation, sinon la réinscription de M. Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Et je pense que c'est déjà une démarche que je salue, mais cela participe même à montrer que nos institutions sont là, elles sont fortes et elles font l'objet de confiance. Et c'est pour cela que M. Charles Blé Goudé et ses conseils ont eu recours à ces institutions, notamment à la justice de Côte d'Ivoire, en vue d'obtenir réparation. Vous savez, l'appréciation des questions juridiques se situe en fonction de là où on se met. Aujourd'hui, comme je l'ai dit sur plusieurs plateaux, il ne m'appartient pas à moi d'interpréter des décisions qu'on appelle juridiques. Mais une chose est sûre, c'est que la justice de Côte d'Ivoire est une institution que l'on respecte. La décision qui condamne M. Charles Blé Goudé par contumace n'est pas la seule décision rendue par le tribunal de Côte d'Ivoire. Il y a bien des décisions qui sont rendues par notre justice où les citoyens, sinon les justiciables, s'en sortent heureux parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire confiance à leur justice. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une décision ou un prononcé qu'on va déjà jeter l'anathème sur l'ensemble de cette institution. La Côte d'Ivoire est un pays qui est en marche avec des institutions fortes. M. Charles Blé Goudé, dans sa déclaration d'hier, l'a même dit. Il a dit qu'il appelait à l'apaisement pour que, avec ce climat de paix, on puisse avoir des institutions fortes et qu'à partir de ces institutions fortes, nous puissions avoir une économie qui est en marche. Mais je voudrais l'en rassurer pour dire que l'économie de la Côte d'Ivoire est en marche parce que pour le dernier classement de la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire est parmi le top 10 des économies les plus fortes de l'Afrique. Et donc, c'est pour dire qu'effectivement, cela a été possible grâce à des institutions fortes. Au nom de ces institutions, il y a donc l'appareil judiciaire qui a mis en place un mécanisme qui a assaini le monde des affaires, qui a fait confiance aux investisseurs. Et c'est tout ça qui a porté la Côte d'Ivoire à avoir cette belle embellie économique. Donc, d'une manière ou d'une autre, on peut pouvoir peut-être aujourd'hui apprécier de façon différente les décisions de justice, mais là, cela n'enlève rien à la crédibilité de l'appareil judiciaire. Merci, Éric Bayala. Michel Betta. Non, moi je pense que, pour ma part, le droit doit plutôt unir que diviser. Et puis, ce qu'on constate malheureusement, c'est qu'on a décidé de construire une nation en excluant les uns les autres. Aujourd'hui, la question de l'exclusion du président Blé Goudé n'est pas faite pour assainir le climat politique. C'est vrai qu'on parle d'embellie économique, d'embellie dans certains domaines, mais il faut dire que tout est lié à la situation sociopolitique. On ne peut pas ignorer la situation politique et en parler seulement d'embellie, parce que cette situation politique, on disait par le passé, je me souviens qu'avant la crise de 2002, on disait que la Côte d'Ivoire est solide, et brusquement on est tombé dans une crise qui nous a bouffé près de 10 ans d'une situation économique et on a vu les conséquences. Donc c'est dommage que certains feignent d'ignorer que tout va partir, toute la base doit partir de ce qu'on aura construit politiquement, la stabilité, un processus inclusif, un processus qui rassure les populations. C'est à ce prix-là qu'on va préserver nos acquis économiques comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, depuis plus de 15 ans, l'opposition a offert au président actuel un climat d'apaisement. Ils n'ont fait que demander, réclamer. Et ça, je ne manque pas chaque fois de saluer cette opposition responsable que la Côte d'Ivoire nous a offerte depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Malheureusement, lui n'a pas offert ça à ses opposants quand il était dans l'opposition. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, on est à un stade de notre pays où il faut qu'on prenne en compte les déshydratats de ceux qu'on peut considérer comme minoritaires, même comme insignifiants. Merci, donc, Michel. Pour Michel dire quoi, Betta. je vais conclure pour dire qu'aujourd'hui, il faut plutôt travailler à consolider les acquis démocratiques, travailler à consolider les acquis politiques, que de vouloir les minimiser et regarder seulement l'embellie économique. Bien, Valentin Zawi, question ou réaction là-dessus? Non, un commentaire sur le point. C'est vrai que je l'avais dit sur ce même plateau que c'est un peu dommage que dans notre pays, en fonction de là où on se situe, on va mettre en avant l'indépendance du système judiciaire ou estimer que ce système-là, il est sous cloche.
Et c'est un peu dommage. Après, une vie communautaire, elle tient parce qu'il y a la loi. C'est le bien le plus précieux. On parle de la dimension cohésive d'une communauté par rapport à 3 éléments très rapidement. D'abord, il y a la dimension culturelle. On est tous différents parce que nous sommes issus des sphères culturelles. Et ce sont ces valeurs qui nous déterminent et qui nous amènent à fonctionner dans la société. Après, il y a la dimension organique qui nous permet, dans la société, de nous réaliser individuellement et collectivement, la chance qu'on a d'entreprendre, de se réaliser. Et le dernier point, c'est la dimension structurelle qui convoque seulement la justice. L'importance que le système judiciaire doit avoir dans une communauté et de surcroît en démocratie, c'est un outil essentiel. C'est quand même dommage que, sans jeter l'anathème sur quoi que ce soit, c'est vrai que, comme je l'ai souvent dit, on est un grand pays au plan économique. Ça serait aussi bien qu'au niveau du système judiciaire, il y a des gens qui font leur travail. Mais voilà, tout n'est pas mauvais, mais quand même, quand il y a parfois des symboles et puis on voit ce genre de choses, ça donne à réfléchir. Donc, ce serait bien aussi qu'on aille dans la dynamique d'améliorer les choses. Bien, pour cette seconde phase, nous allons procéder à une série de questions à notre invité, Michel Betta. Oui, moi, je voulais saluer un peu l'effort que font le COJEP, parce qu'aujourd'hui, je me demande si le COJEP va continuer à appeler au dialogue sans être entendu ou mobiliser ses troupes pour descendre dans la rue, comme le réclament pour la plupart des Ivoiriens. Avant de répondre à ça... Allez-y, parce que... vous avez une question dans ce même sens? Non, en fait... donc vous aurez l'occasion. Allez-y, allez-y. Avant de répondre à cette question, je voudrais faire une précision. Alors, la justice ivoirienne, quand on parle de justice ivoirienne, il faut voir dans ce contexte des décisions en lien avec la politique et en lien avec des hommes politiques. Je suis dans le milieu judiciaire, je sais qu'on a des braves magistrats, le personnel judiciaire, greffier et autres qui font du bon travail. Quand il s'agit de dossiers d'affaires de droit commun, mais lorsqu'on touche à la politique ou à certains leaders politiques, surtout en lien avec leurs ambitions politiques, en ce moment, je peux maintenant dénoncer la justice. Tout à l'heure, j'ai dit, je ne parle pas d'une appréciation de la justice ou des décisions judiciaires en fonction de là où on se trouve. Non. Est-ce que, M. Bayala, de vous à moi, aller chercher quelqu'un à Yopougon, alors que vous l'avez déjà envoyé à La Haye, aux Pays-Bas, est-ce que c'est correct? Voilà la question. On n'a pas besoin d'aide de tel bord ou de tel autre. C'est factuel. Ce n'est pas une interprétation. Bon, en fait, si c'est une question, je suis prêt à la répondre. Non, mais est-ce que ça... Donc, les téléspectateurs jugeront. La question, je vous la pose, mais c'est à tout le monde que je la pose. Mais vous allez maintenant répondre à la question de Michel Betta. Mais je pourrais compléter un peu une question. Après, vous avez pris le temps d'argumenter. Quel article de loi viole exactement la radiation de Blé Goudé quand on regarde la loi ivoirienne? Alors donc, je commence par la dernière. Il a été jugé par contumace. C'est la première chose. Puisqu'il n'était pas là, on a décidé de le juger par contumace, donc en son absence. Alors que les conditions de la contumace, c'est quoi? C'est de convoquer quelqu'un qui ne vient pas et qui n'a pas de raison qui justifie son absence. Donc, à l'ouverture de son procès, on appelle donc l'accusé et il n'y a pas de raison valable pour justifier son absence. À partir de ce moment, on peut le juger par contumace. Donc, ce que nous disons, est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que le pouvoir d'Abidjan ne savait pas où était M. Charles Blé Goudé? Il aurait fallu qu'on aille à La Haye et qu'on lui tende une citation à comparer. J'aurais même pu comprendre qu'on le fasse ainsi, parce qu'on sait où il est. Alors que la loi prévoit même qu'il y a des voies. Quand quelqu'un est à l'étranger, on le fait soit, quand on ne le retrouve pas, on fait une signification à parquet, ou alors on procède par la voie diplomatique. Et ensuite, on envoie la signification, le document à la personne qui est visée par l'acte. Mais ça n'a pas été fait. On sait où il est retenu à La Haye. Et on va à Yopougon, on frappe à une porte. Est-ce que vous savez où est M. Charles Blé Goudé? Non, on ne sait pas. Ah, on note qu'on ne sait pas où il est. C'est pas sérieux. Donc voilà la contumace. Donc les conditions ne sont pas réunies. On vient à l'audience, on dit M. Charles Blé Goudé n'est pas là et on le juge. Donc il n'a pas l'occasion de se défendre. À La Haye, il s'est défendu et il a été acquitté. Certainement qu'ici, puisque ce sont les mêmes faits, il aurait été acquitté. Mais l'ayant su, parce qu'il venait d'être acquitté, on se précipite, on organise un procès, on le condamne. Voilà ce que nous dénonçons. C'est une manœuvre politique, politicienne. Alors, deuxièmement, pour revenir à la question que vous avez posée, est-ce que le COJEP va appeler à des manifestations de rue et autres? On l'a dit. Le président Charles Blé Goudé l'a dit. Ce n'est pas parce qu'il est radié de la liste électorale qu'on va appeler à brûler le pays. Vous avez entendu son discours hier. La situation est déjà chaude. L'atmosphère surchauffe. Est-ce que dans ces conditions, il faut en rajouter?
La posture du président Charles Blé Goudé dans ce cas de figure, c'est d'appeler à la retenue, c'est d'appeler toutes les parties, le gouvernement et l'ensemble des forces politiques à la table de discussion. Voilà l'option que nous avons choisie. Quand bien même nous continuons de dénoncer cette radiation de la liste électorale, parce que ce n'est pas que nous croisons les bras, vous l'avez dit, nous sommes passés par toutes les étapes, commission électorale indépendante, avant d'arriver devant le président du tribunal, conformément à la loi. Nous sommes des légalistes, donc nous sommes inscrits dans la loi. Maintenant, nous constatons que politiquement, l'atmosphère n'est pas favorable à un type de positionnement. Donc, nous avons fait le choix de la retenue. Nous appelons tout le monde à la table de discussion parce que nous pensons que c'est seulement dans la discussion que nous pouvons trouver les solutions aux problèmes qui se posent à nous. Bien, Eric Baya, la question. Non, en fait, j'ai écouté le discours de... Non, mais si vous avez une question sur... cette phase, c'est la phase de série des questions. Voilà. Ok, d'accord. Non, la question que je voudrais poser, est-ce que le COJEP s'entend être solidaire du PDCI parce que M. Beta n'a pas allé au bout de ses idées, parce que le PDCI a eu à dire que ça sera la force contre la force, selon la déclaration de son porte-parole, M. Goudoumi Soumaïla, et qu'ils vont donc descendre dans la rue pour obtenir réparation en ce qui concerne la radiation du président Thiam. C'est toi tes propos, c'est pas lui ses propos. Et que, est-ce que le COJEP va donc, par souci de solidarité, peut-être même si le COJEP n'appelle pas à aller dans la rue, mais va se rendre solidaire ou bien endosser les déclarations du PDCI qui appellerait ses militants, je pense, en début du mois de mai, à occuper les rues? Non, il ne s'agit pas d'endosser les déclarations d'une autre personne. Le PDCI est un parti responsable, donc le COJEP n'endosse pas les déclarations ou les engagements pris. Comme vous êtes dans une même Bien coalition. sûr, nous sommes dans une coalition, mais vous parlez de déclarations faites par le PDCI. Ce n'est pas la même chose. Mais nous avons exprimé notre solidarité, notre soutien au PDCI. Notre solidarité face à l'épreuve qui traverse. Nous l'avons dit, nous pensions que cette logique du gouvernement qui vise à exclure les leaders politiques de façon méthodique et systématique allait s'arrêter sur nous. Le président Charles Blé Goudé est exclu, le président Gbagbo est exclu, le président Sorobium est exclu. On pensait qu'on allait s'arrêter là. Mais là, on continue dans cette logique. Donc, nous avons exprimé notre soutien, notre solidarité au PDCI et à son président. Maintenant, quant aux actions que les uns et les autres vont engager, les initiatives qui sont prises, nous, vous savez, c'est pour tout ça que nous disons, nous faisons le constat que l'atmosphère surchauffe. Cette réaction, ces initiatives du PDCI, mais ce sont des réactions. Ce ne sont pas des actions, ce sont des réactions à l'exclusion de leurs leaders. On l'a déjà dit, le président Thiam, tout le monde savait qu'il était français. On lui a délivré tous les documents ivoiriens. Et au dernier moment, quand il décide de s'engager en politique et qu'il est candidat, en ce moment, on se souvient qu'il avait la nationalité française depuis 1987 et qu'il n'aurait pas pu avoir ces documents. Donc l'État est mis lui-même face à ses propres turpitudes. Vous ne pouvez pas donner des documents et dès lors que quelqu'un a une ambition, en même temps on frappe. C'est ça le problème. Donc quand vous vous comportez de la sorte, finalement, ça suscite des crispations. Ça suscite une certaine suspicion qui se comprend. Et nous disons qu'il faut calmer le jeu. C'est pour ça que nous disons qu'il faut... Calme. Le jeu. Et c'est justement... Le jeu est suffisamment calme. Monsieur Bayala, Oui. ce type de discours... C'est dommage. Non, parce que moi, je vous ai laissé aller au bout de... Oui, mais c'est dommage, ta posture est dommage. Pour qu'on n'ait pas l'impression qu'on vous empêche de développer. Pas que nous n'avons rien à dire sur l'ensemble de ce qui a été dit. Ce que nous disons aujourd'hui, il ne faut pas que tout de suite, on pense que l'État se saisit de la justice pour écarter ses adversaires politiques. Non. Face au bilan du président Alassane Ouattara, il n'y a pas d'adversaires potentiellement politiques qui peuvent le gagner à une quelconque élection. Encore que, à cela, tout le monde était ici, personne n'a appelé quelqu'un. C'est M. Thiam lui-même, de son propre vouloir, qui est allé renoncer à sa nationalité française. Et on dit qu'il s'est inscrit sur la liste électorale en 2022. Au moment où il le faisait, il avait la nationalité française. Or, on parle d'une élection exclusivement réservée aux Ivoiriens. Oui. Maintenant, si il y a eu des militants même du PDCI qui ont saisi le tribunal pour dire qu'ils n'ont pas confiance en leur président, qui n'ont pas confiance à son attitude et qu'il aurait menti
à l'ensemble des militants du PDCI. Mais il y a certains militants du PDCI qui refusent, pas dans quelle loupe ils regardent, mais qui refusent de voir cette vérité. Et c'est comme ça que le tribunal a été saisi. Et le tribunal a dit, oui, effectivement, de vous à moi, est-ce qu'en 2022, il s'était encore renoncé de la nationalité française? Non. Ce qui voulait dire qu'en 2022, effectivement, M. Thiam était français. Il était exclusivement français? Français, oui, parce que là, je parle sur le contrôle de maître, la notion de la double nationalité en Côte d'Ivoire n'existe pas. C'est-à-dire que soit vous êtes d'une nationalité X, ou bien soit vous êtes ivoirien. Ah oui? Seulement que si vous êtes peut-être né de, par exemple, vous avez un parent qui est, qu'on appelle ivoirien, donc qui a la nationalité possible, ivoirienne, et que vous avez peut-être acquis l'autre nationalité, dans le cas de monsieur, comment on appelle ça, son nom m'échappe, ça va me revenir. Mais une chose est sûre, c'est qu'au moment où il prenait la nationalité française, il était suffisamment majeur. Mais pardon, M. Bayala, quand on a un enfant qui est né d'un père ivoirien et d'une mère togolaise, c'est un binational. Est-ce qu'il peut... Non, mais non. Quand vous avez un parent qui est né, par exemple, comme vous l'avez dit dans ce cas de figure, ça dépend de quelle est la nationalité que vous mettez. Ça dit que quand vous vous retrouvez au Togo, merci. vous ne pouvez pas être en Côte d'Ivoire et puis être togolais et qu'on appelle ivoirien à la fois. C'est différent. Mais je n'avais pas encore fini. Quand il m'a interrompu. Votre temps est arrivé. C'est pas à moi qu'on pose la question, on pose des questions à mettre. Voilà, donc pendant que j'étais en train de développer, il m'a posé une question. Voilà, vous n'avez pas été vigilant. La prochaine question, c'est la contribution de vous, c'est membres de l'opposition qui disait, je cite, on a du mal à connaître la position de Charles Blé Goudé. Est-il avec le pouvoir ou avec l'opposition? C'est suite à son discours d'hier. Vous voyez, le président Charles Blé Goudé a une posture constante. Depuis qu'il est revenu, est-ce que son discours a varié? Jamais. Son discours n'a pas varié. Il a la même posture de rassemblement, posture d'apaisement, posture de paix. S'ils privilégient la paix, c'est être avec Pierre ou avec Paul, ça c'est leur problème. Nous continuons, depuis que nous sommes là, de critiquer le gouvernement. Le président Charles Blé Goudé, aujourd'hui, il a 20 ans. Encore sur sa tête. Le COJEP n'a pas encore de récépissé. Depuis 2015 que le COJEP est créé, alors que des partis qui sont venus avant nous ont un récépissé. Le président Charles Blé Goudé a encore son compte qui est gelé. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ceux qui ne sont pas traîtres, qui ne sont pas avec le pouvoir, quelle est leur posture, eux? Ils sont soit amnistiés, graciés, ils ont les comptes dégelés, ils sont réintégrés dans la fonction publique, ils ont tout. Mais c'est nous qui n'avons rien. Je lui ai posé une question. Qui sommes des traîtres et qui sommes des collaborateurs du pouvoir en place. Ce n'est pas juste. Laissez qu'il termine pour lui permettre d'être plus à l'aise. Généralement, ceux qui traitent M. Charles Blé Goudé de traite, quand bien même qu'il est dans les conditions que vous venez de décrire, êtes-vous d'accord avec moi que ces propos viennent le plus souvent des membres de l'opposition, notamment du PPACI? C'est très souvent sur les réseaux sociaux, donc on ne sait pas qui se cache derrière. Donc moi, je ne voudrais pas indexer Pierre ou Paul, mais il y a un constat. Je vous ai dit, voilà la situation du président Charles Blé Goudé. Est-ce que c'est la situation d'une personne qui est en collaboration avec le pouvoir en place? Quand on est en collaboration ou on est partenaire de quelqu'un, il y a une attitude qui va avec. Il y a des éléments empiriques qui vous permettent de voir. Vous avez vu ceux qui sont aujourd'hui les recrues du RHDP. Mais on voit. Donc ceux qui vont avec le RHDP, avec le pouvoir en place, mais on voit. Mais nous, on souffre. Et c'est nous qui sommes les collaborateurs du pouvoir en place. Ce n'est pas vrai. Selon vous, ça vient de qui? Je ne sais pas de qui. Ça vient de Bakoko. C'est Bakoko qui l'a dit que le projet que Blé Goudé avec effectivement, au sens figuré ou au sens propre. Alors, non, Valentin Zawi d'abord, après vous. Ça sera, vous aurez la dernière question. Apparemment, M. Bella fait un profilage des gens qui... Question adressée à Maître rapidement. Question à Maître Ouaga, c'est... Je vous écoutais et puis je me disais, parfois on observe en France, comparaison n'est pas raison. Mais quand il y a des décisions de justice qui posent problème, les gens ont la démarche d'aller au Conseil constitutionnel, qui est, enfin je ne suis pas spécialiste des subtilités du droit, mais qui apprécie de ce que les choses soient dans l'ordre ou pas. Et chez nous ici, rarement on le voit pas. Est-ce que c'est pas la même chose ou c'est... Enfin, voilà, aussi, est-ce que vous avez entrepris des démarches? Parce que, pour être plus précis, là par exemple, quand vous expliquez la décision de justice condamnant M. Blé Goudé, qui n'est pas fondée parce qu'il y a quelques anomalies, jusqu'au bout du bout, finalement c'est quoi? Comment on fait pour sortir de ce parcours qui manifestement n'est pas fondé? C'est ça ma question. Sur cette décision illégale, donc politique,
On va sortir de là par une décision politique. OK. C'est tout. Merci. Est-ce que vous avez saisi le Conseil constitutionnel? Non, dans ce cas-là, c'était c'est ça pas la question, ouais. dans ce cas, c'est pas le Conseil constitutionnel. Il n'est pas compétent parce que le Conseil constitutionnel, c'est des questions de constitutionnalité. Mais ça, c'est une décision judiciaire, c'est des institutions judiciaires. D'accord. Mais comme je l'ai dit, c'est une décision politique qui va trouver sa solution de façon C'est une politique. décision politique qui a été prononcée par le tribunal ou bien j'entends mal, je comprends pas. Oui, bien sûr. Non, le tribunal ne prononce pas des décisions politiques. Bien. Donc, il faudrait qu'on soit clair sur ce plateau. Michel Il y a des choses qu'on ne peut pas dire Michel ici, pas Beta, accepter ça aux gens. Voilà, Moi, je pense c'est très clair. qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où le débat politique doit se régler dans les unes et non pas par l'exclusion C'est la dernière question. des uns des autres. Et j'observe un peu que... Malheureusement, le PDCI ne l'entend pas ici. Non, s'il te plaît, on n'est pas ici au procès Voilà, du PDCI. si, On n'est pas au procès du Eric PDCI. Bayala, laissez qu'il pose Voilà. sa question, Donc, s'il je vous plaît. Allez-y. disais, Blé Goudé qui, depuis sa venue, prône la paix, paradoxalement, il est frappé de tout ce que vous venez d'indiquer. Et puis, bon, on se demande, quand on entend les propos de choses de Sissé Bakongo, gouverneur du district d'Abidjan, qui estime que Blé Goudé est au sens propre ou figuré avec eux. Est-ce que c'est pas dans un jeu de rôle il est finalement? Je serais tenté de vous poser la question. Comment est-ce que vous entendez Eric Bayala, s'il vous plaît. qu'est-ce que vous entendez par figurer ces choses? Évitez, s'il vous plaît. Maître, on va répondre D'accord. rapidement à la question. Non, en fait, je voulais lui permettre d'éclaircir Non, mais c'est à ça Maître de poser des pour questions. que Maître soit à l'aise. Allez-y, Maître. Mais Maître n'a pas dit, je comprends pas. cette phrase, ce bout de phrase, on le sort de son contexte. Bon, De quoi est-ce qu'il parlait? vous ne croyez pas si j'ai dit. Que Charles Bigoudé est avec nous. Au figure comme au Il parlait de personnes qui ne sont pas ici, qui ont leur vie menacée. Il dit non, Charles Bigoudé, qui est bien notre opposant, est ici. C'est ça le sens. Ah bon? mais juste après, le président Charles Bigoudé, face à la confusion qui a régné, a interpellé le ministre Bakongo. Il lui a dit, il faut clarifier les choses. Je ne suis pas avec vous. Donc, il faut faire attention aux propos, aux mots que vous utilisez. Il a dit, il a dénoncé dès le lendemain. Alors, et après le ministre Bakongo lui-même, après, bon, ils se sont parlé et ils ont réglé tout ça. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de s'agripper à ces petits mots. Il est sorti de leur contexte et C'est la bonne trouvaille de tirer l'opposition sur- ivoirienne, tirer- malheureusement. Mais moi, je pense que dans ce genre de contexte-là, Blé Goudé doit se sentir diffamé au point de même porter plainte contre la personne qu'il fait. Parce qu'en fait, nous sommes en politique et la posture compte pour beaucoup. Aujourd'hui, le jeu politique est fait de sorte qu'il y a des soutiens au parti au pouvoir et il y a ceux qui estiment que le parti au pouvoir va trop loin dans son exclusion de la classe politique. On le voit, Blé Goudé l'a dit plus ou moins dans son discours récemment, il y a une classe politique qui est exclue du jeu politique et dans ce contexte-là, il faut vraiment aller plus loin pour ne pas laisser les militants ou bien les Ivoiriens qui nous observent laisser peser dans leur tête un certain doute. Moi, je pense que Blé Goudé aurait pu aller loin en posant... Bien, mais vous avez 30 secondes pour terminer. Vous avez un mot à dire pour terminer. le ministre Bakongo. Alors, tout ce que moi je peux dire, c'est que la posture du président Charles Bigoudé, elle est claire. Elle est claire, elle est conforme à la vision que nous avons de la politique, à la vision que nous avons de la Côte d'Ivoire et à nos ambitions. Nous mettons au centre de notre discours et de nos actions l'intérêt des Ivoiriens. Donc le discours du président Charles Bigoudé, notre posture, s'inspire de notre récent passé douloureux. Donc si on veut poser les mêmes actes, on aura les mêmes résultats. C'est pour cela que nous disons qu'il faut changer le ton, il faut s'asseoir, il faut discuter. Voilà notre posture. Et si cela est considéré comme de la faiblesse, mais nous, on préfère faire fort. Vous n'êtes malheureusement pas Bien. écouté. Que fort. Merci, Maître Serge Aouraga. Je rappelle que vous êtes porte-parole du COJEP et vice-président en charge des affaires juridiques, des droits de l'homme et des libertés publiques. On espère vous revoir très prochainement sur ce plateau. Quand vous voudrez. Merci à vous, chers consultants, Michel Beta, Valentin Zahu, Eric Bayala, merci. Chers téléspectateurs, c'est une courte pause, la réclame publicitaire. On revient juste après pour la seconde partie dans laquelle nous ferons une interview avec Tefou Kone, cadre du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP. Avec lui, nous parlerons bien sûr des raisons qui ont motivé son retour au RHDP et sa lecture de l'actualité politique ivoirienne, la pub. Voilà, de retour de la pub, nous sommes dans la seconde partie de cette émission et c'est une interview avec l'honorable Tefou Kone, cadre du RHDP. Honorable, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Je suis très honoré de me retrouver sur votre plateau. Alors, votre retour au RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, est synonyme de fidélité retrouvée ou ambition personnelle? Comme je le disais sur les autres plateaux des autres TV, 17 ans dans l'opposition avec le président Alassane Ouattara,
c'est 17 ans de construction d'un leadership, c'est 17 ans de fidélité, c'est 17 ans d'apprentissage de la politique. À l'issue de ces 17 ans, le président Alassane Ouattara accède à la magistrature suprême et moi, j'accède au siège de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est le moment qui est arrivé de revenir à la maison parce que, il faut le dire, pendant toute la lutte, le bastion du RDR, initialement le parti qui a porté le président Alassane Ouattara au pouvoir, était à Bobo. À Bobo, ma commune, à Bobo, ma localité, à Bobo, ma circonscription. Et nous avions à cœur que si le président Alassane Ouattara prenait le pouvoir, les premiers investissements au plan du développement des infrastructures sociales, des bases et des routes allaient se faire à Bobo. Et donc, pendant le premier mandat, moi, j'ai porté la voix des populations. Je me suis rendu compte que rien n'avait été véritablement amorcé à Bobo. Beaucoup sont ceux qui, parmi les populations, surtout les leaders d'opinion, se plaignaient. Et moi, j'ai porté cette voix-là. Et aujourd'hui, je reviens à la maison parce que, en vérité, je m'étais retiré pour porter la voix des populations. Il faut le dire. Beaucoup disent que j'étais avec Guillaume Soro. Oui, Guillaume Soro et moi, nous étions députés du RDR, après du RHDP. Donc, c'est-à-dire que nous n'étions pas vraiment partis. Après les épisodes de crise entre le président Guillaume Soro et son Excellence Alassane Ouattara, poussé à un certain niveau, j'ai pris ma responsabilité de revenir auprès du Père parce que pour moi, la lutte pour la succession du président Alassane Ouattara devait se faire en interne et non une opposition conflictuelle entre deux cadres du RHDP. Et vous avez aujourd'hui du regret? Oh non, pas de regret du tout, parce que il faut dire que tout ce qu'on fait dans la vie nous enseigne forcément quelque chose. Je me suis retiré, ça a permis vraiment à Bobo d'être jeté sous les projecteurs de la politique. Et à partir de 2018, le président Alassane Ouattara s'est véritablement engagé à transformer au plan physique la commune d'Abobo. Aujourd'hui, quand vous rentrez à Abobo, à partir d'Anador, vous voyez que la casse qui obstruait l'entrée et la sortie sud d'Abobo a été déblayée. Vous arrivez au niveau de la mairie, vous voyez que le rond-point est flambant neuf. Vous continuez jusqu'à PK18. De PK18, vous êtes à Anyama. Anyama, vous prenez la Y4 à partir de l'échangeur au niveau de la morgue d'Anyama. Vous vous retrouvez au sud d'Abobo, au niveau de l'échangeur de la Djibi, au sud du quartier Biabou. C'est-à-dire qu'à Abobo, aujourd'hui, vous pouvez parcourir Abobo de l'est à l'ouest, du sud au nord, sans forcément passer par le centre-ville qui créait vraiment des difficultés en termes de fluidité de circulation. Vous avez à l'entrée d'Abobo, à l'entrée nord, à l'entrée du sud du moins, le quartier Anador, la construction du plus grand CHU de Côte d'Ivoire. Vous avez juste à côté l'école d'excellence primaire Children of Africa, j'allais dire construite par la première dame Dominique Ouattara, qui est une école d'excellence. Vous avez à BC le palais de justice qui est fin prêt. En somme, Abobo est en chantier. Oui, Abobo est en chantier. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que votre retour est une stratégie de survie politique? Oh, stratégie de survie politique, je vais leur répondre que politiquement, Tefour, il est enraciné à Abobo. Oh, survie par rapport à quoi? Que Tefour n'arrive pas à se nourrir ou que Tefour n'arrive pas à vivre. Épuisé financièrement peut-être? Je voulais rappeler que je suis rentré au Parlement en 2012. Sorti en 2016, de 2016 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas aux affaires. Je ne suis ni député, je ne suis ni nommé quelque part. Je suis un simple fonctionnaire. Mais j'ai vie. Aujourd'hui, quand vous me regardez, je ne suis pas malheureux. Vous comprenez que la survie politique n'est pas véritablement ce qu'on doit attacher à la personne de Tefour. Parce que le leadership que j'ai construit a été construit avant même d'être député.
puisque j'étais enseignant au niveau d'Abobo, j'étais président d'une organisation de la société civile qui avait le bénéfice du financement du PEPFAR et de l'USAID, c'est-à-dire que Tefour menait beaucoup d'activités déjà à Bobo. Bien. Survie politique, vous avez vu, je n'étais pas député en 2018, j'étais candidat contre Feu Ahmed Bakayoko. Allé en prison en 2019, je suis sorti en 2020. Malgré la prison, malgré le fait que je n'ai pas de salaire de député, en 2023, je suis allé aux élections contre l'actuel président du Sénat, Kandia Camara. C'est-à-dire que Tefour est très enraciné à Bobo. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent ou d'avoir un positionnement qui fait Tefour. Tefour, c'est un lien affectif qu'il a tissé avec sa population au jour le jour. Question fermée. Est-ce que vous avez été sollicité par le RHDP ou est-ce vous qui avez fait le premier pas? Oui, depuis 2017, le RHDP, à travers Feu Amadou Gon Coulibaly, m'a fait appel. Les négociations n'ont pas abouti parce que je voulais quand même voir le démarrage des travaux que le président Alassane Ouattara avait promis à Abobo. Il avait promis à Abobo en 2016, lorsque nous allions au lancement des élections législatives, le plan ADO pour Abobo. Aujourd'hui, le plan ADO pour Abobo est visible. C'est pour cette raison que je suis revenu. Bien. Que vous inspire également la radiation de Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam et Guillaume Soro de la liste électorale? C'est l'actualité ivoirienne. Je vais dire tout simplement que c'est l'application peut-être des décisions de justice ou de la loi électorale. Je pense que les institutions de la République fonctionnent. Il leur appartient de prouver qu'ils ne doivent pas être extraits de la liste électorale. Mais pour moi, ça ne date pas de maintenant. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont été radiés de la liste. Chaque fois que nous avançons vers une élection, la liste électorale est passée au peigne fin. La liste électorale, après une révision, voit des milliers d'Ivoiriens déchus de leurs droits civiques et politiques, des milliers d'Ivoiriens qui sont décédés, être radiés de la liste électorale. Pour moi, c'est la chose la plus normale que les Ivoiriens vivent. Le contentieux, il est ouvert. Il appartient aux concernés d'aller prouver qu'ils ne doivent pas être radiés de la liste électorale. Est-ce que pour vous, la justice ivoirienne est instrumentalisée à travers ces radiations des grands leaders politiques comme Guillaume Soro, Thiam? Oui, si on doit dire que la justice ivoirienne est instrumentalisée, c'est dire que la justice ivoirienne est instrumentalisée depuis la naissance de la Côte d'Ivoire. Si depuis la naissance de la Côte d'Ivoire, la justice existe, la justice travaille jusqu'à aujourd'hui, je me dis aisément que la justice fait son travail. Pourtant, vous vous opposiez hier à la radiation de Guillaume Soro. Je ne m'étais jamais opposé parce que la radiation de Guillaume Soro date d'hier, alors que moi, j'avais déjà fait mon retour au RHDP. Bien. Alors, je parle des radiations bien avant les élections 2025-2020. Je vous dis tout simplement que la radiation d'un citoyen sur la liste électorale ne date pas de maintenant. Hier, si je me retrouve auprès de Guillaume Soro, c'est normal que dans ma position, je puisse revendiquer qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ma position fait que je me dis, si quelqu'un doit se battre pour revenir sur la liste électorale, c'est bien Guillaume Soro lui-même, c'est bien Laurent Gbagbo et ses partisans. Et que répondez-vous à ceux qui disent que le RHDP a peur d'une élection inclusive avec tous les candidats, des personnalités comme Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam? Pourquoi ne pas ouvrir le jeu? Une élection en Côte d'Ivoire n'a jamais été une élection qui a pris en compte tous les Ivoiriens. 2010 Nous avons vu en 2000. Le président Alassane Ouattara lui-même n'a pas été candidat, n'a pas été retenu. Mais en 2010, il était candidat. Oui, en 2010, il était candidat. Il y a des Ivoiriens même qui ont été retenus sur la liste électorale, mais qui ont refusé d'aller aux élections. Donc, ce n'est pas des faits nouveaux. Pour moi, le jeu politique est tel que si vous êtes candidat, si vous déposez votre dossier, que les institutions en charge des élections ne vous retiennent pas, vous n'êtes pas candidat. Ce n'est pas pour cela que la Côte d'Ivoire va brûler. Si vous êtes candidat, vous battez les élections, vous battez la campagne et puis vous allez aux élections. Mais déjà, l'ouverture de dépôt de candidature n'est pas encore faite. Quand vous sentez qu'il va y avoir des problèmes, vous prévoyez un plan B. Je voudrais appeler l'opposition à prendre
en compte le cas Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous appelés un jour à être candidats à une quelconque élection que ce soit. Si au niveau présidentiel, vous n'êtes pas candidat, vous avez des hauts cadres dans votre parti politique qui peuvent valablement porter le flambeau de votre parti politique, de votre organisation. Il ne faut pas, parce que vous n'êtes pas candidat retenu par les institutions, chercher à brûler la Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment lancer un appel à l'ensemble de la classe politique pour dire que l'exemple Ousmane Sonko, Diomaye Faye qui n'était vraiment pas connu, Ousmane Sonko qui était un leader charismatique, a pu faire de Diomaye Faye président de la République du Sénégal. Ce cas-là peut se répéter en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas le cas, j'allais dire que c'est l'opposition qui a peur du leadership redouté du président Alassane Ouattara. Bien honorable, le président Laurent Gbagbo, à travers le PPACI, a donné un mot d'ordre le week-end dernier, a lancé un mouvement de protestation. Trop, c'est trop. Quelle lecture vous faites de l'annonce de ce mouvement de protestation qui pourrait descendre plus tard dans les rues? Regarde normal les choses. L'opposition a ses prérogatives de protester, de manifester. Mais lorsque les manifestations sont encadrées par des lois de la République, il faut s'inscrire dans ces lois de la République. Parce que quand vous débordez, les lois s'appliquent à vous. Et vous ne craignez pas d'un débordement? S'il y a débordement, je ne crains pas parce que les lois vont rétablir... Quand on sait l'histoire de la Côte d'Ivoire... L'État va rétablir l'ordre. Bien. Alassane Ouattara est-il toujours le meilleur profil pour 2025? Sinon, je ne serais pas revenu à la maison. Je suis revenu à la maison parce que le meilleur cheval en Côte d'Ivoire pour le développement, pour l'état des droits, pour le développement des infrastructures sociales de base, pour la promotion des valeurs humaines, c'est bien le président Alassane Ouattara. Et moi, j'ai comparé le président Alassane Ouattara aujourd'hui à Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, quand vous faites la comparaison de tous ceux qui ont eu à succéder, succéder au sommet de l'État, le président Alassane Ouattara est de loin celui vraiment qui peut être comparé à Félix Houphouët-Boigny, parce que le développement qui a été amorcé en Côte d'Ivoire, sincèrement, depuis le décès de feu Félix Houphouët-Boigny, on n'a jamais vu de développement des infrastructures, ni routières, ni sociales de base, en dehors des mandats du président Alassane Ouattara. Est-ce à dire que si le président Alassane Ouattara n'est pas candidat en 2025, en octobre prochain, vous quitterez le RHDP? Je demanderai sa candidature. Et je suis demandeur...